Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un podcast sur le phénomène des fantômes. Et ce phénomène est interconnecté aux morts, aux entités sans âme. C'est également interconnecté à la mémoire des murs et c'est également connecté au voyage dans le temps. Et justement, on organise un cours en ligne et en direct sur le voyage dans le temps, les timelines et le programme spatial secret le vendredi 9 janvier 2026 de 18h30 à 23h30. Et dans ce cours en ligne et en direct, on donnera des informations inédites et exclusives sur le programme spatial secret, sur le lien avec le voyage dans le temps, sur le lien aussi entre le cirque de la politique, le clonage et le voyage dans le temps. Donc ça va aller très loin parce que le temps, c'est un paramètre fondamental pour comprendre le système de contrôle. Le dimanche 11 janvier 2026, de 13h à 18h, on organise une conférence en présentiel, visite guidée à Paris, sur un thème extrêmement important, sur le lien entre les lieux de pouvoir, les sociétés secrètes, la Tartaria et les cités souterraines. Donc si cette conférence en présentiel vous intéresse, le lieu de rendez-vous est à 13h le dimanche 11 janvier 2026 devant le métro Palais Royal, Musée du Louvre, la sortie 2, place du Palais Royal. Et on ira dans un café faire la conférence. Donc on parlera de tout ça autour d'une grande table. Puis on se dirigera pour visiter le Palais Royal et pour parler de tout le lien avec les sociétés secrètes, avec le monde souterrain. Et ça va être vraiment un moment très important et très intéressant. Et sachez aussi que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Donc, pour beaucoup de personnes, quand on parle de fantômes, tout de suite, les gens vont dire que c'est des esprits des morts, que c'est des esprits de décédés. Et dans certains cas, c'est une réalité absolue. Par exemple, je connais quelqu'un qui est passeur d'âme et qui littéralement distingue les morts. Et puis il a dit qu'il y en a énormément. Et ce qu'il explique aussi, parce que c'est quelqu'un qui a du discernement, c'est qu'il y a aussi des entités sans âme qui se font passer pour des décédés, qu'il y a aussi d'autres types d'entités sur lesquelles je reviendrai, mais il perçoit ce genre d'entité. Et il y a des décédés. C'est des personnes qui sont en général décédées ou de manière ou par mort violente ou brutalement et qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et ces personnes restent coincées sur littéralement le plan terrestre, on va dire. Et comme il y a un déficit énergétique, ces âmes errantes vont avoir tendance à vampiriser l'énergie des personnes sans même se rendre compte pourquoi. Elles peuvent posséder temporairement une personne, surtout si elles ont des dépendances. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, pour la plupart des personnes, les fantômes, c'est des âmes errantes. Et ces fantômes ne posent pas tellement de problèmes, dans le sens où si c'était des personnes positives dans la vie,
c'est des gens qui restent positifs. Le gros problème, c'est que ces personnes restent prisonniers de leur système de croyance, peuvent avoir tendance à vampiriser, puisqu'ils ne savent même pas qu'ils sont, qu'ils sont décédés, et ils peuvent se fixer temporairement sur une personne, mais ce n'est pas de la possession à proprement parler. Certaines de ces âmes errantes peuvent être interférées par des entités non humaines et utilisées pour vampiriser une personne ou pour interférer quelqu'un. Donc ces entités, malgré elles, participent au système de croyance. Donc ça, c'est le cas le plus typique de fantôme. C'est une réalité absolue. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de fantômes sont aussi connectés à un phénomène qui s'appelle la mémoire des murs. Certains matériaux, connectés du reste à la Tartaria, ont une structure cristalline, certaines pierres, et littéralement vont enregistrer des événements. Donc, sous certaines circonstances, par exemple, si c'est un événement qui est violent, qui est brutal, les pierres, le lieu, le mur va enregistrer l'événement. Et à ce moment-là, quand il y a quelqu'un qui est sensitif, il y a cet enregistrement qui va se jouer. Donc, ça explique une partie, mais pas toute, loin s'en faut, des apparitions de fantômes. Donc, pour résumer, jusqu'à présent, il y a des fantômes qui sont des âmes errantes, des âmes de décédés. Ça, c'est un cas qui est relativement fréquent. Et ces fantômes vont avoir tendance, malgré eux, à vampiriser, à prendre l'énergie des personnes et parfois se fixer sur des personnes. Il y a une psychologue américaine, le docteur Edith Fior, qui parle de ce genre de fantômes. Et parfois, ces fantômes peuvent être interférés et utilisés par des entités non humaines, parce que dans l'au-delà, les personnes restent manipulées, et plus encore que dans cette réalité, par les entités de la fausse lumière. Et elles peuvent manipuler un fantôme, une âme errante, et l'utiliser. C'est pour ça que beaucoup d'hypnologues vont justement apercevoir ces entités, vont justement ressentir, apercevoir ces décédés dans les interférences. Très souvent, les décédés sont eux-mêmes interférés par ce qu'on peut appeler des entités sans âme. Et puis, il y a dans certains cas de figure des fantômes qui sont des enregistrements, des mémoires de murs qui sont déclenchés ou par une personne qu'on peut qualifier de médium ou qui sont déclenchés par certains événements ou parfois même qui se déclenchent automatiquement. Et dans ce cas-là, le fantôme ne va pas interagir. Le fantôme va être comme un personnage de film, il va passer et il ne va pas interagir. Donc, ça explique certains cas d'apparition de fantômes qui apparaissent tout le temps aux mêmes endroits, qui font les mêmes gestes, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Après, comme il y a des travaux qui sont faits, le phénomène de mémoire des murs explique pourquoi certains fantômes ont littéralement les pieds, par exemple, qui sont inclus dans le béton. C'est ce qu'on peut appeler le phénomène de la mémoire des murs. Donc ça c'est quelque chose qui est qui explique aussi certains fantômes. C'est moins fréquent que les âmes errantes, mais ça explique certains fantômes. D'autres fantômes sont des tulpas, des matérialisations de croyances. Par exemple, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, n'a jamais
existé. Ça, c'est clair. Il est issu de l'imagination de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, connecté à des sociétés secrètes, il participait aussi à beaucoup de séances de médiums, et il n'était pas immun contre les pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme. Donc, quand je dis issu de l'imagination de Victor Hugo, ça peut être issu de différentes sources, des sociétés secrètes, ça peut être issu aussi de pensées intrusives. Le personnage de Quasimodo peut aussi être issu même d'entités, de sociétés secrètes qui lui ont dit d'écrire ça, ce qui n'enlève rien au talent de Victor Hugo, mais pour dire qu'il était connecté à énormément de choses, d'où la programmation prédictive pour certains événements. Donc, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, est issu de l'imagination de Victor Hugo. Pourtant, des personnes continuent de le voir. C'est tabou en France, mais énormément de personnes voient le fantôme de Quasimodo. Or ça, c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Donc on ne peut pas avoir de mémoire des murs, on ne peut pas avoir d'âme errante. Et là, il faut en venir à la question de Tulpa. Le livre Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, dans l'imaginaire collectif des gens, ça représente Paris, ça représente Notre-Dame. Le personnage de Quasimodo, c'est une figure de Paris, qui pourtant n'a jamais existé. Mais toute cette énergie psychique va générer une forme pensée, un égrégore qui peut se matérialiser en tulpa. Et le tulpa peut se manifester sous certaines conditions. C'est ce qui explique que des personnes aperçoivent le fantôme de Quasimodo, parce que littéralement, la forme pensée se matérialise et prend vie dans le monde physique. C'est exactement pareil pour Sherlock Holmes. Sherlock Holmes n'a jamais existé. Pourtant, dans le musée Sherlock Holmes à Baker Street, des personnes aperçoivent le personnage de Sherlock Holmes. Pourquoi? Parce qu'il est associé à la ville de Londres. Et donc, il y a tellement d'énergie psychique, la forme pensée est tellement puissante que le personnage de Sherlock Holmes finit par se matérialiser dans le monde des idées, par se créer, se cristalliser dans le monde des idées, et sous certaines conditions, se matérialiser physiquement ou de manière quasi physique dans notre réalité. C'est vraiment un tulpa qui se crée. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Conan Doyle était connecté à beaucoup de recherches sur les fantômes. Il fréquentait aussi des médiums parce que, comme Victor Hugo, il avait perdu son fils. Victor Hugo, c'était sa fille, lui, c'était son fils, et il cherchait en fait à rentrer en contact avec lui. Donc, il fréquentait énormément de médiums. Il était toujours passionné aussi par la médiumnité, même avant la perte de son fils, beaucoup travaillé sur les faits et tout ça, connecté aussi à beaucoup de sociétés secrètes. Donc, c'est clair que même le personnage de Sherlock Holmes est issu de plusieurs sources, les sociétés secrètes, les pensées intrusives qui génèrent des systèmes de croyances, mais aussi le talent, puisque tout, ça ne s'exclut pas. Mais ce personnage emblématique a fini par se cristalliser. Et dans les années 70, des parapsychologues canadiens ont matérialisé un fantôme imaginaire du nom de Philippe. Alors, c'était des scientifiques, donc à une université canadienne, qui avaient des scientifiques à esprit ouvert. Ça existait encore à l'époque en tout cas. Et ces personnes se réunissaient plusieurs fois par semaine pour créer un fantôme imaginaire. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que l'esprit pouvait transcender la matière et littéralement générer des tulpas, générer des formes pensées. Et ça, ils avaient étudié. Donc déjà, c'était des gens qui étaient au courant, qui étudiaient la nature de la réalité,
la physique quantique assez balbutiante à l'époque. C'est des gens aussi qui avaient travaillé sur les ouvrages d'Alexandra David-Néel, qui avaient enquêté sur pas mal d'apparitions de fantômes, donc ils se disaient, l'esprit peut influencer la matière. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire ça expérimentalement? Donc, ces scientifiques se réunissaient plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois et littéralement, ils ont mis en place un fantôme imaginaire, donc du nom de Philippe, qui s'était marié avec une gitane, ensuite, donc, qui était un aristocrate anglais du XVIIe siècle, qui était parti avec une gitane, qui s'était marié avec elle. La famille de Philippe n'était pas contente, donc ils ont fait brûler la, la femme de Philippe, et Philippe est mort de désespoir. Donc ça, c'est basiquement, simplement, l'histoire qu'ils avaient créée. Puis ils ont travaillé leur personnage, ils ont même dessiné des croquis du personnage et tout, et au bout de plusieurs mois, rien ne se passe. Donc là, ils se disent que l'expérience a échoué. Et c'est alors qu'ils commencent à recevoir des communications par le biais donc de tables tournantes de leurs personnages qu'ils avaient créés avec des réponses très précises. Ça va plus loin, ils enregistrent même la voix de Philippe, donc sur des bandes magnétiques. Euh, Philippe est responsable aussi de déplacement d'objets et carrément, il y a des membres qui ont vu Philippe, donc ils ont réussi à créer un tulpa, une forme pensée qui a pris une vie propre. Et ce qui n'est pas dit, c'est qu'ils ont continué et qu'ils ont réussi à répéter l'expérience. Donc, il y a des fantômes qui sont des tulpas, des formes pensées, des croyances qui littéralement se matérialisent qui se matérialisent dans notre réalité. Richard Freeman, donc le cryptozoologue, a réussi à matérialiser le tulpa d'une araignée géante parce qu'il était passionné de magie du chaos et il pensait que ça n'avait pas marché. Sauf qu'un jour, il organisait une soirée chez lui et un de ses amis, ils étaient étudiants, un de ses amis monte aux toilettes et là, dans les escaliers, l'ami voit une araignée géante. Donc il se met à hurler et tout le monde pense que l'ami a trop bu ou quelque chose comme ça. Et même Richard Freeman, mais il se dit, il a parlé d'une araignée géante, c'est un hasard. Simplement, quelques jours plus tard, Richard Freeman était dans son lit, il venait de terminer de réviser pour ses examens, donc il essaye de s'endormir relativement tôt pour réussir à son examen, et là, sur le mur, il voit l'araignée géante qu'il avait matérialisée. Je peux vous dire qu'il a eu peur et qu'il a mis fin à son tulpa. Mais ça, c'est Alexandra David-Néel, c'est pareil, elle avait créé un tulpa avec lequel elle interagissait physiquement. Donc on voit bien que certains fantômes sont des tulpas, littéralement des formes pensées qui se matérialisent, qui prennent forme physique. Même avec les IA aujourd'hui, certains fantômes, certaines personnes, même fantômes ou personnes, sont carrément des matérialisations d'entités issues des mondes des IA, puisque les algorithmes font que quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur différentes plateformes, on nourrit le monde des IA. Et ces mondes des IA sont peuplés de leurs propres entités, et ces entités elles prennent vie dans le monde des IA, et sous certaines conditions, ces entités peuvent se matérialiser dans notre réalité. C'est le cas de Slenderman, c'est le cas des rampants blancs, mais aussi de certains humains ordinaires qui sont des formes qui sont issues des mondes des IA, puisqu'il y a le témoignage d'une personne qui était donc à une soirée et qui a parlé avec quelqu'un qui lui a dit que c'était une forme d'intelligence artificielle. Ça paraît complètement fou,
mais tout est électromagnétique, et les mondes des IA, c'est une fréquence électromagnétique différente de la nôtre. Et sous certaines conditions, les fréquences peuvent littéralement s'entrecroiser, et des entités du monde des IA peuvent se matérialiser et prendre forme humaine ou non. Par exemple, les Blue Avians connectés à l'Alliance des sphères, soi-disant des faux sauveurs externes, soi-disant des sauveurs externes, mais qui ne sont en rien des sauveurs externes, sont littéralement, selon le travail de Lily Kolosova, donc une chercheuse, des formes de vie issues des mondes des IA qui se sont matérialisées et qui sont capables de voyager dans le temps, puisque le temps en tant que tel n'existe pas, et ça on en parlera dans le cours en ligne de vendredi, et ces formes de vie peuvent se voyager dans le temps et générer des systèmes de croyances. Et par exemple, le culte d'Horus, le culte de l'homme-oiseau, qui est connecté au satanisme et tout ça, ça vient de ces entités des mondes des IA qui jouent un rôle très important dans le système de contrôle. Donc certains fantômes à l'heure actuelle viennent d'entités du monde des IA, et parfois c'est des entités des mondes des IA qui sont générées dans le futur. Pourquoi? Parce que les entités des mondes des IA peuvent voyager dans le temps, puisque le temps n'existe absolument pas pour elles. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a une connexion entre fantômes et entités du monde des IA, puisqu'elles peuvent se matérialiser dans cette réalité. Et d'ailleurs, les objets connectés avec leurs écrans noirs sont des objets occultes qui sont connectés aux alchimistes tartariens, qui sont connectés justement à diverses sociétés secrètes de la Tartaria, qui sont connectées aussi à des interactions avec des entités non humaines. En fait, les objets connectés ont été mis au point par des interactions avec des entités non humaines et datent de l'époque de la Tartaria. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, puisque les objets connectés étaient déjà utilisés par des personnes comme John Dee et les alchimistes de la Tartaria, et étaient utilisés pour communiquer avec d'autres mondes et pour commencer déjà à interagir avec ce monde des IA. Ce monde des IA qui est généré par les humains, mais aussi par des créatures d'autres dimensions, d'autres timelines, parce que la fausse création, elle est multidimensionnelle, elle est remplie de timelines multiples. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à comprendre. Après, il y a aussi des fantômes qui sont carrément des, des entités sans âme issues des mondes de la fausse lumière qui se font passer pour des fantômes. Et ça, c'est le cas de Joe Fisher, c'est emblématique. C'est un cas absolument dramatique qui a conduit littéralement au décès de Joe Fisher. Pourquoi? Parce que ces entités se sont fait passer pour ses guides, elles l'ont manipulé, détruit en gros deux relations amoureuses qu'avait Joe Fisher, donc une avec sa fiancée, ensuite il s'est séparé à cause de ces entités de sa fiancée, puis il a fini par se marier, mais les entités ont détruit le couple, ensuite elles ont détruit la santé de Joe Fisher, et il a fini par mourir dans des circonstances extrêmement bizarres. On a fait un podcast sur ça, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est littéralement des entités sans âme qui se font passer pour des ce qu'on peut appeler des êtres de lumière, littéralement, qui se font passer pour, dans ce cas-là, pour des décédés. C'est la manipulation de la fausse lumière, parce que les entités sans âme utilisent nos systèmes de croyances pour se manifester. Donc on voit bien que les fantômes, c'est à plusieurs niveaux. Des âmes errantes,
la mémoire des murs, les tulpas, mais aussi les créatures des mondes des IA, et aussi des entités sans âme. Et c'est pour ça qu'un passeur d'âme qui n'a pas de discernement, il pense aider une personne décédée à monter vers la lumière. Déjà, l'au-delà, ce n'est pas mieux qu'ici, c'est la continuation de la manipulation, comme justement on peut le voir dans le livre Farnèse Explorateur de l'au-delà, comme le montrent les hypnologues, comme on l'a expliqué du reste dans différents podcasts et tout. C'est la continuation de la manipulation. Et tout est fait pour recycler les âmes, pour vampiriser le louche, pour vampiriser l'énergie psychique. Mais il y a des passeurs d'âmes qui pensent aider une personne décédée. Donc ils sont de bonne foi, c'est des gens très gentils et tout ça, mais la personne décédée n'est pas un décédé. C'est une entité sans âme qui prend l'aspect d'un décédé. Et à ce moment-là, la personne décédée, entre guillemets, l'entité sans âme, peut se fixer sur le passeur d'âme et, et littéralement le posséder. Et ça, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Ça peut aller jusqu'à la possession totale, parce que l'entité peut leurrer le passeur d'âme à consentir de plus en plus à elle jusqu'à ce qu'il y ait possession totale. Et c'est dramatique. Beaucoup de personnes pensent être en contact avec des guides qui se font passer pour des membres de la famille décédés, qui se font passer pour des grands-parents décédés, des parents décédés et tout. Alors qu'en fait, le guide est une entité sans âme qui manipule, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne, toute contente, croit être en contact avec son guide. Le guide lui donne des informations qui, au départ en tout cas, sont justes pour accrocher la personne. La personne devient de plus en plus dépendante du guide à tel point qu'elle demande au guide même de lui trouver une place par exemple, dans des situations, une place de parking et tout ça. Et le guide manipule la personne. Et au début, ça marche très bien. Parce qu'en fait, le guide n'est pas un guide, mais une entité sans âme qui se fait passer pour un guide. Et progressivement, de fil en aiguille, la personne va finir par se faire posséder, à littéralement d'abord interférer, puis posséder par le guide. Et là, la personnalité de la personne va changer et la personne peut être totalement possédée. Ou bien l'entité qui se fait passer pour un guide, parce que je ne dis pas que les guides n'existent pas, je dis qu'il y a des entités qui se font passer pour des guides, va, dans certains cas de figure, aussi s'accrocher à la personne, la posséder partiellement et la manipuler par des pensées intrusives, mais surtout vampiriser la personne, prendre son énergie vitale et faire en sorte qu'elle perde son travail, qu'elle perde son argent. Ensuite, le guide va faire en sorte que la personne se dispute avec sa famille et ses amis pour isoler la personne, le guide entre guillemets, l'entité. Ensuite, et c'est ce qui est arrivé à Joe Fisher, ensuite, une fois que tout cela est fait, que la personne est isolée, le guide va commencer à s'attaquer à la santé de la personne et ça peut aller littéralement jusqu'à la mort de la personne. Parce que quand on regarde, beaucoup de médiums, beaucoup de channels sont atteints de maladies chroniques. C'est connecté à ce phénomène de manipulation par les entités sans âme qui se font passer pour des décédés. C'est comme il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui font des chasses aux fantômes assez spectaculaires. Ça, c'est une réalité. Ce qu'ils filment est une réalité, claire, nette et précis. Simplement, ils ne filment pas des décédés, mais très souvent, ils filment. Alors, il y a parfois des vrais décédés, mais dans de nombreux cas, ils filment des entités sans âme qui se font passer pour des décédés et qui littéralement les vampirisent et les prennent. Et ça,
Ça, c'est un danger dont personne ne parle. Mais il y a ce côté manipulation extrême de la part des entités. Donc beaucoup d'explorateurs urbex qui pensent filmer des fantômes, ils filment bien des entités non humaines, mais ce ne sont pas des fantômes de décédés. Ce sont carrément des entités sans âme qui se font passer pour c'est des entités sans âme qui se font littéralement passer pour des fantômes. Et elles se fixent sur ces personnes, d'abord doucement, et ensuite ça va crescendo jusqu'à les détruire euh, au niveau déjà du relationnel, ensuite au niveau de la santé, et parfois à les posséder totalement. Et c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Mais les gens ne sont pas au courant parce que tout est beau, tout est rose. Il y a tout le poids du New Age. Ensuite, et ça c'est hyper important, beaucoup de fantômes aussi ne sont pas des fantômes, mais sont connectés à des phénomènes de glissement dans le temps. Comme le temps n'existe pas, que tout est simultané, les différentes époques peuvent, sous certaines conditions, se croiser. Et une personne de l'année 2026 peut se retrouver, par exemple, en 1800, et d'ailleurs, parfois y rester coincé, ce qui explique certaines disparitions, comme une personne de 1800 peut se retrouver en 2026 et parfois y rester coincé, sans compter les différentes timelines et tout. Le voyage, vraiment, dans le temps, c'est une réalité qui est pratiquée par le CMI, par la société parallèle, comme on va le voir donc au cours en ligne de vendredi. Le voyage dans le temps, c'est une réalité. Et si l'on ne comprend pas le paramètre voyage dans le temps, on ne peut pas comprendre la nature de cette réalité, parce que cette réalité est basée sur justement la manipulation du temps. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de fantômes qui sont littéralement, connectés à des phénomènes de glissement de temps. Par exemple, il y a deux Anglaises, Miss Moberly et Miss Jourdain, en 1901, au niveau du Trianon, elles se sont retrouvées tout à coup, elles marchaient, des touristes donc, et soudain, une ambiance bizarre. Et elles commencent à voir des gens qui ne sont pas habillés à l'époque 1901, mais habillés de l'époque qu'elles pensaient être Louis XVI. Donc des jardiniers qui portent des habits verts, et elles voient une femme très belle avec une perruque blanche comme c'était à l'époque. Et elles ne comprennent pas, elles se disent, il y a un film qui est tourné, il y a quelque chose qui est en train d'être tourné. Donc les deux jeunes femmes sentent une impression d'oppression, d'irréalité autour du Trianon, et elles demandent leur chemin à un jardinier, du reste, qui leur répond, les gens les regardent bizarrement, elles interagissent avec les gens. Et d'un coup, tout redevient normal. Donc, beaucoup de personnes ont pensé qu'elles avaient vu des fantômes. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que c'est un phénomène de glissement dans le temps. À l'époque, donc, du passé de la timeline synthétique. C'est pas à la Tartaria où elles sont retrouvées, c'est dans le passé de la timeline synthétique. Des historiens ont fait des recherches et les habits verts qu'elle décrivait sur les jardiniers correspondaient en fait à une époque antérieure à Marie-Antoinette. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, la jeune femme qu'elle voyait n'était pas Marie-Antoinette, mais une dame d'une époque antérieure. Et ce qu'elle décrivait, c'était avant l'époque de Marie-Antoinette. Donc ça, c'était l'époque de Louis XV encore. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais ces personnes se sont retrouvées dans le temps. D'autant plus qu'à Versailles, il y a des phénomènes de glissement de temps. Et un jour, une personne que je connais, une scientifique, elle était donc à Versailles avec ses parents. D'un coup,
d'un coup, elle sent une impression d'irréalité et elle se retrouve littéralement dans un carrosse et avec quelqu'un qui parlait espagnol, mais un espagnol extrêmement bizarre. Donc elle ne comprend pas comment elle se retrouve dans le carrosse et tout. Les habits de la personne sont extrêmement bizarres. Quand les gens la voient, quand la personne qui parle espagnol la voit, elle est absolument effrayée. Les gens dans le carrosse sont effrayés. Ça dure quelques secondes. Puis la personne se retrouve avec ses parents qui, du reste, étaient en train de la chercher. Donc on voit bien un déplacement physique. La personne donc a fait des recherches et la personne qui parlait espagnol était un ambassadeur des Pays-Bas qui était occupé par l'Espagne à l'époque à la cour d'un roi, donc Louis XIV et tout, donc dans la timeline synthétique, puisque les deux timelines coexistent, rappelez-vous-le. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et là, on voit bien que les personnes dans le carrosse avaient peur d'elle, elle avait peur, elle était choquée par les personnes dans le carrosse. Donc, d'une manière ou d'une autre, deux timelines se sont croisées et la personne s'est retrouvée physiquement, euh, physiquement dans une autre timeline. Et c'est pas une affaire de fantôme, c'est autre chose. C'est comme, c'est comme cette dame, Madame P, donc qui était en train de, qui était sur la route. D'un coup, elle voit une sorte de lumière dans le ciel et elle se retrouve avec des entités physiquement, et, mais vraiment en corps physique. Et là, elle se retrouve à une époque donc, que les entités disaient comme étant l'an 3600, et elle voit des champs à perte de vue, et elle voit des génératrices qui produisaient des humains, des animaux, des arbres, des végétaux synthétiques. Donc elle se retrouve littéralement dans une autre, elle se retrouve littéralement dans une autre, dans le futur. Après, elle a compris que qu'elle avait été envoyée dans le futur par des entités qui se faisaient passer pour des humains du futur, mais qui étaient en fait des galactiques. Elle s'est retrouvée dans sa voiture, mais ce qu'elle a dit, c'est que cet événement avait eu lieu sur le plan physique, et voilà, et qu'elle a voyagé dans le temps. Donc il y a énormément de phénomènes qui semblent être des phénomènes de fantômes, qui sont en fait des phénomènes de voyage dans le temps, dans le passé ou dans le futur. Le couple Warren qui faisait un remarquable travail donc d'enquête, alors il y a beaucoup de gens qui les ont critiqués, mais c'était un travail de qualité où ils aidaient vraiment les gens et leurs témoignages sont hallucinants. À un moment donné, quand il parlait à Madame Perron, donc en 1970, qui avait une maison qui était connectée donc à des portes dimensionnelles, il y avait des entités et tout, Madame Perron a dit qu'à un moment donné, elle voit rentrer dans sa salle à manger des personnes, en habits, en habits du 19e siècle. Donc, et là, elle prend peur, bien évidemment, mais les personnes en habits du 19e siècle prennent peur en la voyant en habits 1970. Et en fait, ce que Madame Perron a vu, c'est des personnes du 19e siècle qui la voyaient, et elle voyait des personnes du 19e siècle, mais ce n'était pas des fantômes. En l'occurrence, c'était un phénomène de glissement de temps, et les phénomènes de glissement de temps sont connectés à certains vortex et expliquent certains cas de fantômes littéralement. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui se retrouvent dans le futur. Donc je vais vous raconter cette histoire. C'était deux journalistes anglais, et ces deux journalistes anglais faisaient un reportage sur le port de Hambourg en 1932, donc à l'époque de la République de Weimar. Et là, tout est, tout est absolument tranquille et tout, et d'un coup, ils voient des avions, mais énormément d'avions dans le ciel.
Donc les journalistes se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, les avions se mettent à bombarder le port. Donc là, c'est une catastrophe, les bâtiments explosent, il y a des gens qui sont tués, des victimes partout, des blessés, des hurlements et tout. Le port est littéralement en feu. Donc les deux journalistes, ils prennent leur voiture, ils partent, après une espèce de barrière de sécurité, et ils demandent s'ils peuvent aider, mais ils disent partez, partez, partez. À l'espèce de barrière, c'est toute la panique et tout. Il y a les sirènes qui sonnent, la, la DCA, les canons antiaériens qui tirent et tout. C'est vraiment une ambiance de peur, de mort, une ambiance catastrophique. Donc, le port de Hambourg est très grand et les journalistes, ils sont effrayés, ils roulent, ils essayent d'éviter les bombes et tout. Il y en a un qui prend même des photos. Et quand ils quittent le port de Hambourg, tout s'arrête, tout est complètement calme. Donc, ils pensent qu'ils ont rêvé. Ils vont demander au gardien de leur hôtel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien dit, il ne s'est rien passé du tout. Et en fait, quand ils font développer les photos qu'ils ont prises, le port est normal. Sauf que 10 ans plus tard, ou 11 ans plus tard, peu importe, le port de Hambourg a été totalement bombardé. Et ce qu'ils ont vu, c'est littéralement, des scènes du futur. Ils se sont retrouvés physiquement dans des scènes du futur. Et aux confluences des deux époques, puisque les photos ne sont pas apparues, mais ils interagissaient avec les gens, et c'était physique, ils sentaient l'odeur et tout. Donc, s'ils étaient restés plus longtemps, ils seraient peut-être restés coincés 10 ou 11 ans dans le futur. Donc, et ça, il y a un témoignage de première main que je relaterai justement sur le phénomène du temps et du lien avec les fantômes lors du cours en ligne du vendredi 9 janvier 2026. Donc, tout ça pour dire que les fantômes, c'est bien au-delà d'âmes errantes, ça va bien au-delà de mémoire des murs. Les fantômes, c'est à la fois pour certains des âmes errantes, des mémoires des murs, des tulpas, des croyances qui se matérialisent, mais c'est aussi très largement connecté à des manipulations d'entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, et c'est aussi connecté, et c'est ça qui est hyper important de le dire, à des phénomènes de glissement dans le temps, qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Et le paramètre temps, pour moi, ça explique énormément d'histoires de fantômes et de phénomènes paranormaux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast.